Mali, retrait de la MINUSMA, pourquoi le sabotage du matériel militaire? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La mission de l'ONU repoussée du Mali a été contrainte par les actions, des nouvelles autorités de précipiter son départ et de saboter le matériel laissé sur place avant de risquer la vie de ses soldats de maintien de la paix sur la route faute d'autorisation de vol. La MINUSMA a été chassée après que les autorités, on va le dire comme ça, au pouvoir depuis 2020, aient appelé à son retrait en juin, proclamant l'échec de la mission et dénonçant sa prétendue instrumentalisation de la question des droits de l'homme. Eh bien, mesdames, messieurs, voici un aperçu sur cette opération d'envergure et risquée d'ailleurs selon eux qui met fin à 10 années, on va le dire comme ça, qui sont passées inaperçues, où il n'y a rien eu de positif venant justement de cette MINUSMA. La MINUSMA, dont l'effectif oscille autour de 15 000 militaires et policiers, dont plus de 180 membres ont été, nous dit-on, tués dans des actes hostiles, devait être partie d'ici le 31 décembre prochain. Les différents acteurs armés qui luttent pour le contrôle du territoire du Nord cherchent à profiter de l'évacuation des camps de la MINUSMA, nous dit-on. Mais qui est derrière, on va le dire, ces acteurs qui veulent déstabiliser le Mali? Puisque nous le savons depuis 10 ans aujourd'hui, mesdames, messieurs, que la MINUSMA est sur le sol malien, eh bien, rien de positif ne s'est fait. D'ailleurs, qui ne se rappelle pas de ce qui s'est passé sur le territoire malien, puisque, eh bien, le Mali n'était même pas contrôlé à 50% par l'armée centrale. La MINUSMA se retire donc, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, avec des résultats mitigés, mi-figue, mi-raisin. D'ailleurs, on parle même de résultats nuls. Nul, puisque la MINUSMA n'a rien fait de bon, absolument rien fait de bon sur le sol malien. Pourquoi donc avoir détruit le matériel militaire? D'ailleurs, une question qui taraude les esprits des Africains. Chaque fois que les Occidentaux sont sur le continent africain, ils ne manquent pas, quand ils veulent partir, d'enterrer leur matériel, soit alors carrément de les détruire. Rappelez-vous du côté du Niger, peut-être même également du côté du Mali, où des entreprises ont parfois écrasé des pick-up, alors que des employés de ces entreprises, il faut le dire, africains, demandaient juste à les racheter. Cette fois encore, on se rappelle du côté du Centrafrique aujourd'hui, où avant de partir, la France avait enterré tout un matériel, on va le dire. Pourquoi faire? Cette fois encore, cette fois-ci, mesdames, messieurs, c'est la MINUSMA qui a pris l'initiative d'enterrer le matériel militaire. Si ce n'est même pas déjà enterré, eh bien, ils l'ont détruit en cours de route. Pourquoi l'avoir fait? Si un temps soit peu, ils étaient là pour protéger le Mali et surtout pour chasser les djihadistes qui voulaient entrer dans le Mali. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Mali, retrait de la MINUSMA, pourquoi le sabotage du matériel militaire? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek encore ce matin. Docteur Jean-Paul, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique. Je commence directement avec vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Une question qui taraude l'esprit des Africains. Si la MINUSMA était sur le sol malien pour lutter contre les djihadistes, pourquoi détruire le matériel militaire et ne pas le mettre finalement aux autorités maliennes? Oui, c'est une très bonne question. Tu sais que quelqu'un a fait cette remarque il n'y a pas très longtemps, dont j'ai retenu cela et j'ai vérifié que c'est juste. Tu sais que le Mali même contribue dans le financement de la MINUSMA en tant que membre des Nations Unies. Exactement, oui. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'un matériel ne peut pas être emporté par ces troupes des Nations Unies, ces casques bleus, eh ben, ça devrait être remis au gouvernement légal. Oui. En tout cas, le gouvernement qui gère l'État malien. C'est pas ça donc c'est toujours le banditisme. Donc, l'ONU est un trompe-l'œil. On l'a déjà dit plusieurs fois. Oui. C'est les mêmes qui contrôlent l'ONU. C'est toujours ces forces unipolaires gérées par les États-Unis, c'est leur leader naturel, les États-Unis. Et je l'ai dit, je le redis encore, ils ont la haine du noir. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, quoi. Hey, on est des noirs, on va pas se renier. Et nous sommes des humains, on a une sensibilité. Depuis le temps, on s'est rendu compte que ces gens nous aiment pas, Steve.
On va pas attendre que Jésus revienne sur terre pour qu'on soit tous les uns dans les autres en amour. En attendant, ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas, et ils nous tuent. Ils ont des populations qui ciblent. Ils tuent à Gaza actuellement. Cette population n'entre pas dans le cercle de population qu'on aime ou qu'on protège. On les tue. D'ailleurs, on les a traités d'animaux. Mais la même chose qu'on fait aux Noirs. On nous tue. Et puisque le Noir a même quand la nationalité états-unienne, on le tue aux États-Unis. Et je dis ça parce que l'ONU se trouve aux États-Unis, hein. Oui. Et que là où se trouve l'ONU, c'est une constitution des Rockefeller. Un des membres des 13 familles, là. Voilà. Donc, dans logique, même quand c'est les soldats tchadiens qui sont là, ce sont des traîtres. Ils prennent $, et ils vendent le pays. Ils sont pas là pour l'intérêt du Mali. Même, ils sont noirs comme nous, mais on peut les oublier. Ils comptent plus. C'est plus des noirs, là. Ils sont vendus. C'est que leur intérêt premier, ils sont contents que le Mali échoue, que les Maliens soient tués, que les Maliens subissent ce terrorisme. Eux, ils sont contents, Steve. Juste ceux qui sont contents, même si on fait terrorisme au Tchad, tant qu'on les paye. Ça les gênera pas. Donc, il est temps qu'on définissent clairement et nettement les contours de nos amitiés et de nos inimitiés. C'est les pays amicaux et les pays inamicaux. C'est clair. Donc, parmi ces pays-là, il y a l'OTAN, tout ce qui est OTAN. Et c'est l'OTAN, les pays comme les États-Unis, qui pilotent les Nations Unies. Pour de temps en temps, ils ont des contradictions. Hein. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Gutiérrez disait, dans le cas d'un autre pays voisin, que c'est bien, le Niger peut devenir une base de l'OTAN. Ok, toutes les troupes de l'OTAN peuvent aller là-bas. Bon, Gutiérrez, il a dit ça. Mais le même Gutiérrez dernièrement, maintenant, il a alors maintenant tous les pro-israéliens contre lui, hein, parce qu'il s'est permis de dire que non, mais quand même, ce qui se passe à Gaza, c'est pas ça. Ah, le même Gutiérrez. Il s'en mêle les pattes dans leur propre contradiction. Maintenant, il va goûter maintenant à ce que ça coûte d'être du mauvais côté. Voilà. Donc, nous ne sommes pas du bon côté pour ces gens, du bon côté de la lame. Donc, leur rasoir nous coupe. OK? Donc, pour moi, à quelque chose près, comme disait mon feu papa, le malheur est bon. Oui. Comme ça que je prends ça. C'est-à-dire les Tchadiens sont dévoilés. Si on avait encore un doute, quand on dit Tchadien, c'est pas seulement les troupes tchadiens de la MINUSMA. Hein. Oui. Quand on dit Tchadien, c'est le gouvernement tchadien qui donne des ordres. Voilà. D'ailleurs, Kaka Déby, il y a pas longtemps, il était voir Macron. Voilà, à la même période, pratiquement. Donc, le gouvernement tchadien s'est dévoilé et a montré son vrai visage. Ils sont inamicaux. On peut plus faire confiance au Tchad à l'heure actuelle, tant qu'il y a ce Kaka Déby là. Qu'on vienne pas nous dire qu'il y a encore un espoir que cette stratégie, non. C'est clair, tout, ça se voit au Mali. Le Mali, c'est le grand écran là qui nous montre le visage. Joué par le gouvernement tchadien. Parce que pendant que le Mali est à 2 doigts d'être totalement libre, tu sais que ce qui se passe là, c'est la région de Kidal. Et dernièrement, là, la MINUSMA a quitté aussi la ville de Kidal. Oui. La ville de Kidal qui est déjà encerclée par les FAMA, les forces armées maliennes. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que le Mali, à Gerhok ayant déjà été pris, la frontière algérienne est fermée. D'ailleurs, les agents eux-mêmes ont fermé leurs frontières. Donc, le Mali est au point d'en finir définitivement avec le terrorisme sur son sol. Ça se travaille du passé, Steve. Mais quel exploit! Mais c'est pas en 2020 que le premier tentative de coup d'État a eu lieu. Mais nous sommes seulement en 2023. 3 ans à peine. Là où les autres, pendant plus de 10 ans, ok? Présence militaire onusienne depuis 10 ans aujourd'hui. MINUSMA, Barkhane, avant Serval, et puis toutes les forces de l'OTAN associées. Souviens-toi, il y avait même des pays comme la Suède, l'Allemagne. C'est ça, non? Oui. Même l'Estonie, voilà. Alors, l'Allemagne, bien sûr, la grande Allemagne, eh ben, ils n'ont pas eu de succès. Au contraire, si ils ont eu un succès, mais ils n'ont pas eu de succès non plus. Ils ont eu un succès parce qu'ils ont fait la promotion du terrorisme, qui est passé du nord jusqu'au centre. Okay? Mais ils n'ont pas eu de succès parce que ça a échoué. Exact. Parce que les femmes sont... Donc, quelle que soit la façon dont on prend les choses, ils n'ont pas eu de succès. Ils doivent donc dégager. Et au moment où les femmes donc sont en train de marquer le dernier but, et on se dit la fin de la partie, que font les Tchadiens? Ils trahissent. Je signale que la libération du Mali, c'est la libération de toute la sous-région sahélienne. Et en voie de conséquence, c'est la libération pour l'Afrique. Puisque tous nos problèmes, y compris Boko Haram dans le golfe de Guinée, ont commencé après que la Libye
a été dévastée et qu'on a assassiné Kadhafi. Qui? L'OTAN. C'est eux qui ont fait ce travail. C'est ça le travail. Et c'est après qu'il y a eu cette descente au Sahel. Et finalement, jusqu'au golfe de Guinée. Donc ça veut dire que le travail qui est fait là au Mali, au Burkina Faso, eux aussi marquent des points. Ben, c'est suffisant pour donner une grosse bouffée d'oxygène à toute l'Afrique. Tu vois? Voilà. Et comment on peut donc être contre ça? Mais on peut être contre ça parce qu'on n'est que des traîtres. Donc moi, ils veulent détruire le matériel. Oui, c'est normal, Steve. Ils veulent pas, ils détruisent. Oui, ils détruisent le matériel. C'est normal. Pourquoi ils détruisent le matériel? Ils détruisent parce que ils n'ont pas pu le donner aux terroristes. En fait, le départ devait se faire, le départ de Kidal devait être, ils avaient le temps jusqu'au 31 décembre. C'était planifié. Ils avaient tout le temps. Ils ont précipité le départ parce qu'ils espéraient laisser le matériel. En prenant de vitesse les FAMA, ils s'en vont. Et avant que les FAMA n'arrivent, les terroristes ont déjà pris le matériel et sont déjà installés. C'était ça le plan. Ils ont fait ça depuis Ber, ça a échoué à chaque fois. Jusqu'à là, Kidal, ça a encore échoué. Ok? La dernière grosse tentative, c'était à Tessalit. Ça a échoué. Parce que là, les terroristes étaient là, ils étaient déjà sur place, et ils attendaient l'armée malienne. Quand l'armée malienne arrive, les terroristes sont déjà là, quoi. Ils ont même déjà récupéré certaines armes. Mais l'armée malienne va les neutraliser. Et voilà. Donc, on va en finir avec Kidal. Et ils détruisent, donc ils veulent pas que ça tombe dans nos mains. Si ça ne tombe pas dans les mains terroristes, il faut pas que ça tombe dans nos mains. Nous, les Africains. Nous, les vrais combattants du panafricanisme. Si ça tombe dans nos mains, bien sûr, on va utiliser ça contre eux. Eux, c'est-à-dire leurs terroristes. Exact. Eux, les terroristes, c'est la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut détruire. À défaut de donner aux terroristes, il faut détruire. Voilà. Bon. Ben là, ils en ont détruit, mais ils n'ont pas pu détruire tout. Il en reste quelques-uns. Pour éclairer justement la lanterne de nos téléspectateurs, que faisait finalement cette mission onusienne sur le sol malien? Oui. Ils étaient là pour ramener le Mali à... Oui, parce que tu sais, on peut dire ça, parce qu'ils ont promis ça à Saddam Hussein, je me souviens. Oui. Ils disaient qu'ils vont ramener l'Irak à l'âge de pierre. Ils ont fait ça pour la Libye, oui, c'est ça. Ça dit qu'on te ramène dans un état où, quand ils disent A, tu répètes A. Oui. Ils disent B, tu répètes B. Pendant ce temps, ils prennent tes matières premières, tu n'es rien, ils détruisent ton pays, ils vous tuent, Mais attends, mais tu te rends compte de la méchanceté de ces gens-là? Là, je vais dire un mot sur la méchanceté de ces gens-là. Tu te rends compte que c'est pas seulement qu'ils te volent, hein, ils prennent tes matières premières. C'est pas seulement qu'ils dégradent tes conditions de vie, hein, mais ils te tuent. Il faut qu'ils te tuent. C'est pas seulement ils tuent les adultes, hein, et les hommes. Peut-être parce que nous, on est des combattants, il faut nous neutraliser d'avance. Ils tuent les femmes et les enfants. Ils violent. Ils tuent. Femmes, enfants. Ils massacrent, ils égorgent. Le terrorisme. Tu connais le terrorisme? Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi ils font ça? Eh ben, la première humanité, c'est l'Afrique. Est-ce qu'un vrai humain peut faire ça à un autre humain, sachant d'ailleurs que c'est sa première humanité? Sachant même que c'est leurs propres chercheurs qui, les premiers, nous ont sorti ce genre de vérité. Avant que parce que nous avons des célébrissimes anthropologues, j'ai donné quelques noms. Il n'y a pas que les Blancs qui font des recherches. Les Kamoya Kime, ça c'est un Kenyan. Hein? Oui, Kamoya Kime, c'est un très grand découvreur de fossiles en paléontologie humaine, Steve. C'est un monsieur âgé maintenant, mais il s'est fait un grand nom dans le milieu. Hein? Voilà. Même au Tchad, là, Arunta Diomtou Malbaï, c'est lui qui a découvert Toumaï. Ok? Donc, ils sont nombreux, les Biran Asfaou en Éthiopie. Des anthropologues africains, il y en a plein. Mais je veux dire qu'avant que ceux-ci s'engagent dans la recherche, il y avait déjà beaucoup d'Occidentaux, c'est eux qui sont en plus grand nombre. Ils nous ont apporté cette vérité que l'humanité est née en Afrique. Quel que soit le stade, et l'homme moderne né en Afrique, l'homme d'aujourd'hui, là. Voilà. C'est même les mêmes qui viennent nous dire que le blanc, la population blanche, n'existe que depuis moins de 10 000 ans, 8 000 ans seulement. Voilà. Alors, c'est pas eux qui disent toutes ces vérités-là. On les a forcés à dire ça. Non. Alors, ils disent, après on vérifie, on voit que c'est juste. On va pas dire maintenant que c'est faux, juste parce que c'est un blanc qui a dit ça. Si on vérifie, on voit que c'est juste. Steve. Mais sauf que eux sont pas conséquents. Donc, si tu es un humain, sachant que ça, c'est la première humanité, pourquoi tu la massacres? Parce que la première humanité veut dire que le plus grand stock génétique du monde, c'est en Afrique. Alors pourquoi tu sacrifies ce stock? C'est comme si, tu sais que tu as un gros tas de riz avec différentes variétés et tu brûles ça. Ok? Tu brûles ça comme si ça n'avait aucun intérêt. Et tu te contentes d'une seule même variété de riz là-bas, là, même si c'est en grosse quantité. Et tu brûles. Tu vois pas que c'est bête? Parce que ce riz-là, tu peux le replanter. Et comme ces différentes variétés, quelle que soit la maladie, tu auras tout un riz à replanter. On est d'accord? La maladie ne peut pas affecter toutes les variétés de riz en même temps. Ok? Mais là-bas, celle que toi tu veux préserver, la bison, la blanche,
qui est l'arien, le blond aux yeux bleus, admettons. C'est Hitler, quoi. Parce que ça, c'est du nazisme. Mais il suffit qu'une maladie attaque ce riz, là, c'est fini. C'est terminé. Même s'il y avait des millions de kilos, c'est fini, c'est parti. Tu vois pas que c'est bête? Eh ben, alors il y a peut-être une hypothèse, parce qu'on a parlé du système, là, il y a pas longtemps, des reptiliens. Est-ce qu'on a vraiment affaire à des humains? En termes de commandement, le commandement suprême de ce côté-là, est-il vraiment humain? La ministre a justement déclaré, Dr Jean-Paul Mbelek, avoir été contrainte de détruire ou de mettre hors d'état, enfin, hors service, des équipements tels que des véhicules, des munitions et des générateurs, conformément aux règles de l'ONU, car elle n'était pas en mesure de les emporter avec elle. C'est sa déclaration. D'abord, ce n'est pas conformément aux règles de l'ONU, c'est contre les règles de l'ONU. Oui, d'abord parce que du point de vue écologique, oui. Quand tu brûles, tu es en train de polluer l'environnement. Tu brûles, tu laisses sur place. Que quand avant tu arrives, on dit laisse dans l'étape où tu l'as trouvé. C'était propre, toi tu laisses sale, pourquoi? Toi tu laisses la pollution là, pourquoi? Tu l'as trouvé. Ça ne peut pas être conforme aux droits de l'ONU, c'est pas possible. En termes de logique. Vous savez combien de camions ont été brûlés? Bon, je suppose des centaines. 200 camions. Ouais, des centaines. Ils disent que si ces camions n'avaient pas été bloqués à Gao depuis le 24 septembre par les restrictions de circulation imposées par les autorités, peut-être qu'ils les auraient emportés. Je dis, Steve, une fois qu'ils les ont brûlés comme ça, là, qui va se débarrasser de cette pollution? Des carcasses. Oui, qui va s'en débarrasser? En pleine nature. C'est contre. Tu vois bien que c'est une contradiction. Donc, c'est contre les lois de l'ONU. Les Tchadiens, là, ils vont payer ça cher, Steve. Je te le dis tout de suite. Caca débile, va payer cher. Ils vont payer cher. Il ira bien qu'il ira le dernier. Je te dis, ils vont payer cher. On va leur rappeler ce qu'ils ont fait. Un pays africain veut s'émanciper, se libérer. Vous faites tout avec l'ennemi, le colon, pour l'enfoncer. Vous polluez même l'environnement et vous mentez en venant dire que c'est conforme à de l'ONU. Pendant ce temps-là, tu vois pas que cette ONU-là, elle applique le 2 poids 2 mesures. Quand les Maliens disent que la France appuie le terrorisme et qu'ils ont des preuves, pourquoi l'ONU nous a pas encore permis de donner la possibilité aux Maliens de s'exprimer, que le monde entier comprenne de quoi il s'agit? Pourquoi? Tu vois bien que c'est de mauvaise foi. T'as entendu Gutiérrez, non? Bon, maintenant il dit pas ce que les 13 familles veulent entendre. Nous sommes en train de taper sur lui. C'est même pas ceux qui finissent son mandat. Donc, non, ces gens-là sont mauvais. Les Tchadiens, là, c'est des esclaves, des vendus. Ils se sont vendus eux-mêmes, comme les Dalton. Ils sont bêtes. Tu sais, hein, chanson d'un Français d'ailleurs, franco-américain, le nom de Joe Dassin, les Dalton. Tu sais, c'est les Dalton. Il dit que les Dalton étaient plus bêtes que méchants. Ils étaient déjà méchants, hein. Ils étaient méchants parce qu'ils ont tué leur prof, hein. Quand ils étaient tout petits, là, ils ont massacré leur prof. Ils voulaient pas voir le prof. Voilà. Ils étaient très méchants, les Dalton. Quand ils annoncent qu'ils arrivent, tout le monde fuit, quoi. Mais il dit qu'ils étaient méchants, mais encore plus bêtes. Tu sais ce qu'ils ont fait, qui prouvent leur grosse bêtise? Ils se sont rendus pour toucher la prime. Parce qu'ils ont vu là une affiche rewarded. Et qui faut arrêter pour avoir la prime? Les Dalton. Et ben, ils vont voir le shérif. Shérif, nous voilà, donne-nous la prime. Le shérif les a mis directement en prison. Plus bête que méchant, Steve. Donc, c'est ce que sont en train de faire ces Tchadiens-là. Ils sont plus bêtes que méchants. Ça me rappelle de beaux souvenirs, d'ailleurs, quand vous parlez de Dalton. Je me souviens justement de Avril et de Joe Dalton. Absolument, absolument. Donc, tu vois, les Tchadiens-là, ils disent la MINUSMA et leur chef, c'est-à-dire Kaka Déby, plus bêtes que méchants. Parce qu'ils veulent être méchants contre les Maliens, mais ils sont bêtes. Ils se vendent eux-mêmes en esclavage. Ils veulent toucher la prime, mais c'est eux les esclaves. Une question cependant qui taronne également les esprits des panafricanistes. Il y a eu également des camions citernes remplis de carburant et surtout d'essence destinés, nous dit-on, à ravitailler les convois qui devaient justement quitter le sol malien. La douane a expliqué que la quantité de carburant n'était pas du tout justifiée et que, je répète, il faut le dire également, les autorités affirment que, d'ailleurs c'est un policier malien basé à Gao qui affirme que les autorités ont peur de voir la MINUSMA livrer du carburant aux djihadistes. Aux terroristes. Oui, mais c'est ça, Steve. En fait, c'est ça la stratégie dès le départ. C'est pour ça que je dis que c'est les Dalton plus bêtes que méchants. Ça dit que pour toucher la prime, ils se sont mis en esclavage eux-mêmes. Parce que un Tchadien regarde le Malien, ils se ressemblent, ces deux frères. Ils se renvoient l'image, quoi. Noir. Par contre, le français est blanc. À qui tu te vends, là? Tu vois? Non, c'est ça. Le but était de donner le carburant, l'excès de carburant aux terroristes. 175 camions citernes, pourquoi faire? C'était pour les terroristes. Mais tu as oublié que il y a eu le ministre de la Défense française, là, le Cornu, hein, qui a annoncé que il va y avoir, que le Mali va être
à feu et à sang, là. Oui. Tu te souviens? Il a annoncé ça, non? Oui. Voilà. Bon, Bazoum, même avant, déjà, nous annonçait des calamités au niveau de la région des trois frontières. Ça n'a rien donné. Donc, tu vois qu'ils annoncent ce qu'eux, ils ont prévu dans leur plan. Donc, dans leur plan, les Tchadiens devaient déjà avoir distribué tout ce matériel aux terroristes. Et les terroristes seraient déjà en train de faire leur sale travail. Et les Tchadiens même, quand ils demandent des ordres de vol, ça tu n'as pas dit, mais je pense que c'est dans ton chapeau peut-être, ils ont demandé aussi des ordres de vol. Enfin, des droits de vol, on les a refusés. Alors, vision d'ordre de vol, j'allais revenir justement sur voilà. En tout cas, c'était le dernier recours, parlant justement de vol. Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Maïga, accusé d'ailleurs l'ancien allié français, et qui a été chassé, on va le dire comment, de n'avoir pas ménagé aucun effort pour faire fuir la MINUSMA. Voilà, c'est ça. Faire fuir la MINUSMA, c'est ce qu'on fait croire aux gens. Oui. Mais en fait, c'est précipiter son départ pour que les terroristes héritent. C'est un héritage qu'on leur laissait. Exactement. En armement, en carburant. Et les ordres de vol, les ordres de vol, enfin, le droit de vol qu'ils demandent là. Mais c'est pour bombarder. Parce que le droit de vol avec leurs propres avions. C'est pas le droit de vol comme dans un avion malien. Là, par contre, les Maliens disaient monter dans notre avion. Oui, on veut bien vous emmener à Gao, mais vous prenez notre avion. Pas votre avion. Leur avion, c'est pour bombarder, Steve. Dans une stratégie globale. En fait, c'est ça qu'ils appellent que le Mali va être à feu et à sang. Parce que c'est eux qui avaient programmé ça, avec la complicité des Tchadiens, des salopards tchadiens. Désolé pour eux. Pas le peuple tchadien, on s'en prend. C'est militaires de la MINUSMA qui croquent les dollars. J'espère d'ailleurs que les Américains qui ne payent pas la redevance au Niger vont oublier de leur payer ce qu'ils leur doivent. J'aimerais bien qu'ils rentrent chez eux, que leur famille commence à taper dessus, parce qu'ils ont risqué leur vie, ils n'ont même pas eu l'argent. Une dernière question. Si les Américains pouvaient ne pas payer ceux-là, ce serait bien. Une dernière question pour sortir justement de cette édition de Parole, le panafricaniste. Quel est le bilan? Pourquoi la MINUSMA ne fait-elle pas son bilan avant de quitter le sol malien? Parce que c'est négatif. Tout à l'heure, tu as dit nul. Moi, je dis négatif. Ils vont quand même pas commencer à dire, vous savez, bon, on avait annoncé qu'on vient stabiliser le Mali. D'abord, oui. Rien que le mot stabiliser, Steve annonçait déjà l'échec. Stabiliser veut dire que rien ne bouge. Donc, ça veut dire que les terroristes restent en place. Oui. Donc, on les chasse pas. Oui, pas de chance. Le gouvernement malien, c'est pas ça. Lui, il entend autre chose. Le gouvernement malien de transition de Assimi Goïta, là, son but, c'est de libérer totalement le Mali de toute emprise terroriste, y compris les collaborateurs des terroristes. Une question quand même. Pourquoi chaque fois il y a des missions militaires, par exemple, Barkhane, Serval, Sangaris, la MINUSMA, la MONUSCO, la MINUSCA, tout le monde s'en va sans faire son bilan, sans donner justement des résultats. Parce que là, et pourquoi les États africains acceptent ça? Oui, mais tu sais, est-ce qu'on accepte vraiment? Tu acceptes toujours quand tu n'as pas le choix, Steve. C'est un problème de rapport de force. Mais l'avenir nous montrera qu'on n'a jamais accepté. La preuve, c'est qu'on combat. Parce que quand les rapports de force vont s'inverser, oui. Je t'ai dit tout à l'heure qu'ils vont payer. Ils vont payer. C'est là qu'on va leur demander les comptes. C'est pas maintenant. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ils savent pas. J'ai dit, il ira bien qu'il ira le dernier. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et ils font jamais le bilan parce que regarde la MINUSCO, c'est négatif. Actuellement, là, en RDC, c'est les Ouazalendo qui marquent les points. Les Ouazalendo, c'est les jeunes qui veulent juste s'engager pour libérer leur pays. Hein. Oui. Ils marquent des points. Ils marquent même plus de points que l'armée congolaise. Les Rwandais, maintenant, ils sont en déroute. Les M23 en déroute. La MINUSCO même va partir. Peut-être même avant le 31. Et ils ne pourront même pas faire le jeu de la MINUSMA au Mali, à savoir laisser les armes aux terroristes. Parce que les M23, l'armée rwandaise elle-même aux abois, en RDC. Oui. Et puis, les autres forces qu'ils ont fait venir, là, les forces d'Afrique de l'Est, comme les forces kenyanes, tanzaniennes, elles aussi, elles sont entrées dans cette confusion. Et pareil, ils sont submergés par la grande motivation et le nombre des Ouazalendo, qui sont très combatifs. Donc, je pense que c'est le destin de l'Afrique. On avait un prix à payer, on l'a payé. On a payé par l'esclavage. On a payé par la colonisation. On a payé par le néocolonialisme. On a même risqué la correctionnelle. La population aurait pu diminuer, or elle commence à augmenter. Pendant ce temps, on en a beaucoup appris. On va donc s'en sortir. Et dès qu'on va s'en sortir, si on avait commis une bêtise qui nous a valu toute cette punition, on va en tirer des leçons et on va ramener l'humanité au bon port, c'est-à-dire
là où elle n'aurait dû jamais trop s'écarter du bon chemin. Notre principe de Mahat. Pour l'instant, c'est un principe africain. Mais sans forcer, peut-être que les gens vont supplier pour qu'on leur apprenne de quoi il s'agit. Les gens, c'est le reste du monde. Parce que c'est le destin du monde que d'être réconcilié avec lui-même. Il y a eu trop de morts, trop de méfaits. Pourquoi? Pour une espèce dite intelligente. C'est un peu trop bête, Steve. En fait, la honte de l'humanité, c'est d'être une espèce intelligente, mais qui commet trop de bêtises. Et il faut laver cette honte-là. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir donné encore l'occasion de m'exprimer auprès de nos concitoyens panafricanistes de Panafricaniste TV. La patrie ou la mort, Steve? Nous vaincrons. Merci. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.